Bonjour, bienvenue au podcast Connexion primordiale dans la série En balade avec Paul. On va parler de méthode ACT encore aujourd'hui. Enfin, je devrais dire, on va parler de l'acte, de principe issu de l'approche de la thérapie d'acceptation et d'engagement, ACT, qu'on prononce ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Il y a 13,8 milliards d'années, est apparu l'univers, de où on ne sait pas, comment on ne sait pas trop, le Big Bang, ceci, cela. En tout cas, l'univers est né il y a, aux dernières nouvelles, 13,8 milliards d'années. Qu'est-ce qu'il y avait avant? C'est impossible de savoir, puisque le temps et l'espace n'existaient pas. Est-ce qu'il y a eu d'autres univers? Voilà. Et puis, il y a 4 milliards d'années, sauf erreur de ma part, est née la planète Terre, issue du système solaire qui gravite autour d'une étoile. Et puis, par des processus encore mystérieux au fond des océans, ou avec des météorites qui ont apporté un certain nombre de formes de vie ou de particules ou d'éléments basiques qui se sont combinés les uns avec les autres il y a très longtemps. On pense juste quelques centaines de millions d'années après la création de la Terre, donc c'est-à-dire à une vitesse prodigieuse, la vie est apparue sur Terre. C'est-à-dire très peu de temps après la création de la planète. On a revu ça, je ne sais pas comment on dit, à la hausse ou à la baisse, mais c'est-à-dire qu'avant on pensait qu'il s'était écoulé au moins 1 milliard d'années avant que la vie apparaisse. Et en fin de compte, aujourd'hui, on a des preuves que non, quelques millions d'années, enfin centaines de millions d'années seulement, la vie est apparue sur cette planète. Et puis il y a eu différents tests, différentes formes de vie, et puis évidemment il y a des formes de vie qui ont disparu, toutes. Et puis tout d'un coup il y a une de ces formes de vie qu'on appelle l'UCA, Last Universal Common Ancestor, DACU en français, le dernier ancêtre commun universel. On va dire ce sont des formes de sortes de bactéries, c'est pas à proprement parler des bactéries, mais des bactéries, des archées sont apparus, puis les eucaryotes qui ont un noyau et qui forment les champignons, les animaux, les plantes. Bref, nous sommes tous, c'est incroyable, toute forme de vie sur cette planète, bactéries, archées, eucaryotes, donc eucaryotes, je répète, les plantes, les champignons, les animaux, sont toutes issues d'une même source qu'on appelle l'UCA. Voilà, un seul organisme vivant a donné lieu à toute vie sur cette planète. Il y a eu un premier avant l'UCA, mais il n'a pas survécu. Et puis, il y a eu d'autres formes de vie puis qui n'ont pas survécu. Et puis, tout d'un coup, il y en a une qui a survécu. Et à partir de cette forme de vie-là, toute vie sur cette planète est apparue. Donc c'est quelque chose de quasi inimaginable. Les probabilités, les combinaisons, les choses, ce qui fait que beaucoup de gens pensent, et là évidemment personne ne peut savoir si c'est faux ou vrai de manière absolue, qu'il y a un Dieu qui a orienté les choses. C'est tellement incroyable, c'est tellement improbable qu'il nous faut trouver une explication externe. Mais peu importe qu'il y ait un Dieu, peu importe que vous y croyez ou que vous y croyez pas, n'empêche que la vie est là, la vie existe, et statistiquement c'est d'une improbabilité phénoménale. Que les particules inertes aient pu se combiner, des particules chimiques, je sais pas comment on appelle ça, enfin des particules inertes aient pu se combiner pour créer la vie, c'est quelque chose de phénoménal. Et la vie est là, et la vie existe. Et très souvent, nous la considérons comme acquise. Voilà, on vit, allez hop, on vit notre vie comme si de rien n'était. Comme si c'était quand même pas la chose la plus extraordinaire de l'univers. Alors on ne sait pas, bien sûr, on ne sait pas si dans l'univers, quelque part, dans ce vaste univers, rien que de toute façon, l'étendue de notre Voie lactée, c'est-à-dire de notre galaxie Andromède, on n'arrive pas à en saisir
la taille, la distance, mais des galaxies, il y en a des milliards, espacées les unes des autres de distance phénoménale. Donc, peut-être que dans ce univers quasi infini à notre échelle humaine, même s'il ne l'est pas réellement, peut-être qu'il existe ailleurs d'autres formes de vie, et d'autres formes de vie simples ou complexes, ou plus ou moins intelligentes selon nos critères, bien entendu. Donc c'est extraordinaire. Pourquoi je dis selon nos critères? Parce que c'est vrai que souvent on considère qu'on est un peu au sommet de l'évolution. On est l'espèce la plus intelligente, la plus maligne. Beaucoup de gens voient ça comme l'aboutissement de l'évolution, ce qui n'est pas du tout le cas. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes plus ou moins intelligents, le terme n'est pas du tout approprié, mais c'est fait exprès, que les requins. Les requins qui existent depuis des centaines de millions d'années. C'est une des espèces animales les plus anciennes. Ils existaient du temps des dinosaures, ils sont toujours là. Ou les araignées, ou les fourmis qui existent là depuis des millions d'années. Est-ce qu'eux ne sont pas plus intelligents, puisqu'ils sont plus capables de s'adapter, et ils sont toujours là, quand des tonnes d'espèces ont disparu? Donc est-ce que c'est plus ou moins intelligent? Est-ce que les fourmis qui collaborent les unes avec les autres dans leur fourmilière ne sont pas plus intelligentes que nous qui nous faisons la guerre les uns les autres? Est-ce que donc tout ça, c'est des termes un peu complexes et difficiles. Mais pourquoi enfin difficiles, très philosophiques, etc. Pourquoi je parle de ça? Parce que, encore une fois, la plupart d'entre nous, c'est difficile, on a le nez dans le guidon et on considère les choses comme acquises. Alors que si on y réfléchit un tout petit peu, la vie, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis nous, vous qui m'écoutez, moi qui parle, nous tous les humains, nous sommes vivants et peut-être différemment en tout cas d'autres formes de vie, nous avons conscience d'être vivants, ce qui implique quelque chose de phénoménal, nous disent les psychologues, c'est que nous sommes conscients de notre mortalité. C'est là où je veux en venir peut-être un petit peu. On est conscient de notre mortalité. Alors ça ne veut pas dire qu'on y pense tout le temps, qu'on fait carpe diem à chaque seconde parce qu'on va mourir demain peut-être, mais ça fait partie de notre structuration, de notre psychologie. Et même si c'est très bizarre parce que quand on demande à quelqu'un, il y a des études qui ont été faites avec des IRM ou que sais-je, de l'imagerie médicale, quand on demande à quelqu'un d'imaginer la mort des autres, quelqu'un vient de mourir ou la mort des autres, ça active certaines zones dans le cerveau. Et quand on demande de penser aux gens à leur propre mort, que nous-mêmes on va mourir, ça n'active pas du tout la même zone, et ça active des zones qui fait dire aux psychologues, c'est comme si on ne peut pas le croire pour nous-mêmes, ça ne peut pas nous arriver à nous, on ne peut pas vraiment se réaliser l'étendue du truc. Ouais, les autres meurent. Moi, j'en ai pas vraiment conscience de ça. Alors je sais que dans certaines religions, comme dans certaines formes du bouddhisme ou quoi, on demande aux gens de visualiser leurs cadavres, visualiser qu'ils sont morts, visualiser. Je crois même dans certains trucs, on demande aux gens d'aller méditer dans les cimetières ou parmi les morts. En Inde aussi, il y a des trucs comme ça, d'aller parmi les morts, etc., de se rendre compte de notre mortalité dans l'idée de profiter du présent et de se rendre compte que la vie est éphémère, elle est précieuse, elle est riche, elle est belle. C'est là où je veux en venir. On considère la vie comme voilà, c'est ça, voilà, je l'avais mérité, c'est comme ça, voilà. Alors que apprécions le quotidien, apprécions la rareté folle, incroyable, improbable de cette vie d'une part, et encore plus improbable que nous faisions partie consciemment de cette vie. Et donc il ne s'agit pas de chaque moment, mais même si j'ai connu, même s'il y a des gens qui cherchent cela, il ne s'agit pas à chaque moment d'être dans le temps présent et d'être dans la jouissance du carpe diem, etc. Mais c'est quand même l'idée de se rendre compte quand même que c'est extraordinaire et que oui, on a des problèmes, oui, on a des contrariétés, mais c'est quand même un privilège phénoménal. Alors oui, on va tous mourir sans exception. Même les multimilliardaires aujourd'hui, on appelle ça des milliardaires extraordinaires, c'est des choses qui n'ont aucun sens, ils ont plus d'argent que des pays entiers. Même ces gens-là, malgré leurs fantasmes, malgré leurs délires, ils vont crever, ils vont mourir. C'est inexorable. C'est inexorable. Et le fait de prendre conscience de ça, c'est pas pour dire
C'est pas le but de la méthode ACT de rendre les gens dépressifs, c'est pas le but de l'acte de rendre les gens dépressifs et dire ah là là, on va tous mourir au secours. Non, c'est de dire, du fait que j'ai conscience de ça, c'est quand même a priori une des caractéristiques humaines, prendre conscience de notre mortalité, de notre finitude. Eh bien, je savoure. C'est ça l'idée, je savoure. Si je mange un aliment rare, si je mange un aliment rare, exceptionnel, je vais le savourer. Si on me dit, voilà, là, tu vas manger un truc, ça vaut... là, c'est de la truffe ou c'est du je sais pas quoi, ça vaut un prix phénoménal, c'est très rare, il y a peu de gens qui ont pu goûter ça. Tu vas pas prendre ça dans une bouchée, hop, un verre d'eau, avaler ça comme un médicament. Non, on va prendre une toute petite bouchée, on va savourer, on va observer, on va ressentir, on va fermer les yeux. Quelqu'un nous dit ça, c'est un vin, mais alors là, tiens, j'ai une bouteille, allez, je l'ouvre en ton honneur, ça c'est une bouteille à 5000 €, là, tu vas voir. Bon, moi, je ne ferai pas la différence entre de la piquette et voilà, ce serait, comme on dit, donner de la confiture au cochon, dans mon cas précis. Mais vous voyez l'idée, on va savourer. Si on se rend compte, enfin, on le sait, mais si on se rappelle, si on fait des exercices de pleine conscience et qu'on se remémore, ravive le fait que la vie est tellement rare, tellement précieuse, je vais pouvoir plus savourer. Je peux savourer, là, tout de suite, dans ma promenade, la beauté de cette lumière qui est en train de... C'est vrai, il y a une très jolie maison, là. La plupart des maisons autour, elles sont moches, mais là, c'est une vieille maison en vieille pierre avec un très joli toit. Et je vois le lever de soleil qui éclaire très joliment cette maison. Et peut-être je passe je passe tous les jours devant. Et je ne le remarque pas forcément tous les jours, mais je peux remarquer ça. Donc, profitons de chaque moment qu'on a dans ce bas monde, comme on dit, chérissons la vie. Et comment on peut faire ça? Comme je vous ai dit, ça passe par des exercices, c'est pas décider, voilà, ah la vie est rare, la vie est précieuse, ah super, alors je suis tellement content, youpi, youpi, bravo. Ça passe par des exercices. Et c'est un des piliers de l'acte, c'est des exercices de pleine conscience. Ça fait maintenant quelques décennies qu'on entend parler de la pleine conscience, à juste titre. Et je tiens à dire que l'acte, c'est pas que la pleine conscience. Si vous m'avez écouté depuis un certain nombre de fois de podcasts sur ce sujet, c'est des techniques de diffusion, c'est des techniques d'acceptation, c'est des techniques d'engagement, de prendre conscience de ses valeurs. Il y a tout un tas de choses. Mais un des piliers de cette approche, c'est la pleine conscience. Et donc la pleine conscience, ça peut passer par l'essence, c'est l'idéal. Donc c'est chérir et apprécier et consciemment regarder et apprécier les choses. Là, consciemment, je regarde, comme je vous dis, ce lever de soleil magnifique. Enfin, il n'est pas forcément extraordinairement magnifique, mais il y a quand même une belle lumière que je peux apprécier. C'est pas le plus beau coucher de soleil que j'ai vu, mais il est là, de lever de soleil, pardon, mais il est là. Je peux apprécier ma respiration, et c'est une des choses qui fonctionne très bien, prendre conscience de mes inspires et de mes expires, ce qui me fait prendre conscience que je suis vivant, je respire. C'est une des manières de savoir, je respire, je suis vivant, j'apprécie chaque inspire et chaque expire, c'est extraordinaire, j'ai de l'air pour respirer. Je peux apprécier ce que j'écoute, ou l'usage, comme on dit, de nos bras et de nos jambes, le fait de bouger, la kinesthésie, le fait de sentir notre corps, la proprioception. C'est extraordinaire. Donc je peux consciemment lever un bras, attraper quelque chose, toucher quelque chose, et tout simplement aller faire une des choses la plus naturelles normalement pour l'être humain, une petite promenade pour savourer la beauté de la nature, l'air que je respire, tout ce que je vois et ce que j'entends pendant cette promenade. Là, vous l'entendez certainement pas au micro, mais il y a des tas de petits oiseaux qui se réveillent et qui piaillent. Bien sûr, peut-être qu'on est malade et peut-être que vous m'écoutez et vous êtes dans votre lit et que vous ne pouvez pas vous lever. Mais vous pouvez apprécier le moelleux de votre lit, la chaleur de votre lit. Vous pouvez apprécier un bon film que vous aimez, une fleur qu'on vous apporte, la visite de quelqu'un, la nourriture qu'on va vous apporter. Certainement, vous avez, si vous êtes malade, dans votre chambre ou sur votre téléphone maintenant, mais des photos des gens que vous aimez ou de belles choses, ou d'un lever de soleil ou d'un coucher de soleil, ou de peu importe ce que vous aimez. Et on peut l'apprécier. Donc, c'est quelque chose qui est important. Et une des choses qui nous apporte le plus
de plaisir et qui sert vraiment d'outil de pleine conscience dans beaucoup d'approches, c'est la nourriture. C'est la nourriture. D'ailleurs, quand on interroge les gens sur un des plus grands plaisirs de la vie, il y a clairement la nourriture, le fait de manger. Alors c'est vrai qu'on a des orgasmes culinaires, le fait de manger, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un véritable bonheur et plaisir de pouvoir manger. Et ça, c'est quand on interroge les gens. Voilà, les gens disent un des plus grands bonheurs de la vie, c'est de manger. Et pourtant, il nous arrive tellement souvent d'engloutir notre bouffe en pilote automatique avec notre téléphone aux mains ou en regardant la télé ou les réseaux sociaux ou en pensant au boulot, etc. On goûte pas, on mange, on se baffre, on bouffe. Et je dis pas que ça nous est évidemment tous arrivé, je dis pas que tout le temps, toute notre vie, on doit manger en pleine conscience chaque bouchée, mais le fait de manger peut être un espace de pleine conscience, c'est un exercice très facile, aisé à faire dans le sens où ça apporte beaucoup de plaisir. Et donc de prendre un aliment que j'aime bien et au lieu de me baffrer sur la tablette de chocolat, peut-être pourquoi pas, de carrément rendre ça un exercice de méditation, de m'asseoir, de respirer, de regarder ce bout de chocolat, de le sentir, de le prendre dans mes doigts et d'en sentir la texture, de le porter à mes lèvres, de le sentir avec mon nez, de le poser sur ma langue, de le laisser fondre. Vous voyez l'idée, vous pouvez faire ça avec traditionnellement dans la pleine conscience, ils font ça avec un grain de raisin sec, avec un petit raisin sec, voilà, mais on peut faire ça avec n'importe quoi, de la purée, du piment, peu importe. C'est assez facile de ressentir à travers l'alimentation. Et donc on pourrait se dire, utilisons des moments de repas pour la pleine conscience. Chaque bouchée, la texture, c'est chaud, c'est froid, c'est croquant, c'est mou, c'est moelleux, sucré, salé, amer, c'est quoi ces sensations? Et puis, très difficile pour moi, c'est quelque chose de très difficile. Prendre une bouchée, c'est un exercice pour moi mental très fort. Prendre une bouchée, reposer les couverts, mâcher la bouchée, déguster la bouchée, déglutir, nettoyer la bouche en faisant passer la langue dans la bouche, etc. Attendre que ce soit bien vide et prendre une seconde bouchée, prendre les couverts ou à la main, si vous mangez à la main, c'est tout aussi bien, ça permet de sentir aussi les choses. Porter de la main à la bouche, reposer avant de reprendre un aliment, attendre de vider complètement sa bouche et ainsi de suite. C'est manger en pleine conscience, c'est un des plus grands plaisirs de la vie. Est-ce qu'on peut le faire durer, vous voyez, désolé d'être aussi trivial. Comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. On parle d'autre chose, évidemment, vous savez, mais voilà, c'est ça l'idée, de faire durer le plaisir. Il y a même des études assez incroyables qui ont mis en évidence que des gens qui font l'amour, puisque je viens d'évoquer ça, évidemment, ils sont en plein plaisir de faire l'amour, en pleine action, comme on dit. Et puis, évidemment, notre tendance, aussi bien les hommes que les femmes, c'est de ne pas interrompre ce moment, c'est de continuer à la recherche d'une communication avec notre partenaire et d'un orgasme mutuel. Eh bien, il y a des études qui montrent que si on s'arrête à un moment donné, si on fait une pause pour discuter, pour faire une pause dans l'acte, et qu'on s'y remet quelques minutes plus tard, le plaisir est encore plus grand. On savoure encore plus les choses, on apprécie plus la chose. Évidemment, sur le moment, dans le feu de l'action, on se dit non, faut pas, on s'arrête pas. Non, si consciemment on s'arrête, qu'on fait une pause et qu'on s'y remet, alors les sensations sont plus grandes. Voilà, il fallait y penser à faire ce genre d'études, c'est particulier. Arrêtez-vous la prochaine fois et non pas remettez ça plus tard un autre jour, c'est attendez quelques minutes, calmez-vous un petit peu et recommencez, remettez-vous dans le truc, si je puis dire. Donc c'est intéressant ça, de faire durer le plaisir. Avec les repas, c'est très facile en fin de compte. Et nous, souvent, on s'en débarrasse comme si c'était une basse tâche. Voilà, une basse tâche. Donc on peut faire ça évidemment avec beaucoup de choses, c'est l'idée, et vous m'avez compris. Et il y a un autre point, donc vous avez compris que l'idée c'est la vie est précieuse, la vie est rare, profitons de la vie
prenons conscience que nous sommes vivants et que c'est extraordinaire. Et une des choses qu'on peut faire, c'est via la nourriture. Et quelque chose qui m'est très cher, moi qui ai créé une approche qui s'appelle intégration motrice. Motrice, j'insiste sur ce mot primordial, c'est le mouvement. C'est le mouvement, c'est ce qu'on appelle la kinesthésie, le sens du mouvement qui passe par le système vestibulaire qui perçoit les mouvements, par le toucher, par la proprioception, la perception de mon corps dans l'espace, et tout ça se combine, et le système visuel, et permet le mouvement, la kinesthésie, le sens du mouvement, dans lequel il y a le sens du mouvement qu'on pourrait dire dynamique, et puis la posture, l'aspect postural. Vous savez que, évidemment, ma passion depuis longtemps, c'est cette histoire de réflexes primordiaux, réflexes archaïques, et un certain nombre de réflexes sont qualifiés de posturaux, nous servent à maintenir notre posture en place. Et certains réflexes sont plus dynamiques, nous servent à bouger. Tout le monde connaît la marche automatique, l'agrippement, le moro, le redressement de la tête, le Babinski, etc. Certains de ces réflexes sont plutôt pour nous faire bouger, courir, sauter, grimper, et d'autres pour maintenir notre position en place. Et bien justement, une des choses qui nous permet dans la vie d'avoir des choix, d'avoir un contrôle, c'est le mouvement et c'est la posture. Je m'explique. On a très peu, voire pas du tout de contrôle sur nos pensées. C'est très difficile, et voire impossible, de décider de ne pas penser ou de penser à quelque chose. Alors oui, on peut des fois, ça m'arrive de dire tiens, je vais penser à ça, j'ai un truc là, tac, et puis tout d'un coup mes pensées partent dans cette direction-là. Ça, à la limite, c'est faisable de décider de tiens, je vais penser à ça, ou tiens, au fait, il y a ça, ou tiens, il faut que j'écrive un courrier, tiens, il faut que. Et puis, je me mets à y penser, puis des fois, je pars pendant un certain temps dans mes pensées. En revanche, donc, d'une certaine manière, j'ai un certain contrôle, dans le sens où j'ai dirigé mes pensées vers une tâche, vers un objectif, si vous voulez dire ça comme ça. En revanche, c'est très difficile, voire impossible, sans avoir développé un certain nombre de techniques, de diffusion, de ne pas penser à quelque chose. C'est-à-dire, si je suis pris par des pensées négatives, j'ai des pensées qui vont générer des émotions négatives, on appelle ça la fusion cognitive, je vais fusionner avec ces pensées, je vais y croire, t'es nul, t'es un incapable, c'est nul, tu n'y arriveras pas, etc. Ou j'ai des pensées angoissantes, ou voilà. Comme mon système nerveux cherche toujours le danger, mon cerveau, il n'est pas fait pour me... ça, c'est un truc très important en psychologie, mon cerveau, mon système nerveux n'est pas fait... Attention, c'est un choc. Si vous comprenez ça, ça fait bien avancer dans la vie. Notre système nerveux n'est pas construit, ne s'est pas construit sur des millions d'années pour nous faire nous sentir bien. Notre système nerveux est fait pour nous sentir en sécurité, pour chercher la sécurité. Donc ça veut dire qu'il a plus de proportion à regarder les potentiels dangers que le reste. C'est-à-dire qu'il voit le mal partout, en quelque sorte, notre système nerveux. À juste titre, on est faible, on n'a pas de crocs, on n'a pas de griffes, on n'a pas de cuir solide, nous sommes très fragiles au chaud et au froid, nous les humains. En descendant des arbres, on s'est exposé, en développant la course à pied, on a perdu nos poils, on a perdu nos crocs, on a perdu nos griffes, on est très fragile. Et donc pour pouvoir survivre dans un environnement avec beaucoup de prédateurs, eh bien il a fallu mettre en place des mécanismes, et entre autres des mécanismes de survie où je cherche toujours le danger. Mon système visuel, auditif, cherche en permanence où il y aurait du danger. Nos systèmes de communication émotionnelle et gestuelle nous montrent quand quelqu'un est angoissé ou a peur ou va pas bien, parce que ça m'indique qu'il y a un danger. Et tant que je perçois un danger, c'est prioritaire sur tout le reste. Et donc si vous n'êtes pas bien au boulot, vous pensez au boulot, au problème, au patron, vous le considérez aux emails qui sont incessants tous les jours. Dès qu'on a vidé la boîte mail, elle se remplit. Donc c'est non-stop. Eh bien, notre cerveau, notre système nerveux considère que tu es toujours en danger, il y a toujours un danger. Et c'est très difficile de sortir de ça en disant non, oublie tout ça, fais autre chose, laisse tomber cette angoisse, laisse tomber tout ça. Non, mon cerveau dit non, c'est prioritaire, il y a un danger, il est toujours là. Tu vas te faire bouffer. Donc c'est très difficile de ne pas penser à quelque chose. Vous connaissez, répétez 1000 fois cette expérience, ne pensez pas, un éléphant rose, évidemment, tout ce qu'on fait, c'est d'y penser. Si j'ai un détecteur, une imagerie fonctionnelle, et je sais si tu penses à un éléphant rose, et si jamais tu y penses même une fraction de seconde, tu vois, là, ce fusil là, il va
déclencher, ça va tuer quelqu'un ou ça va te tuer toi. Donc je te signale, dès que tu penses à un éléphant rose, t'es mort. Eh bien on est mort. Tous les humains sur cette planète seraient morts, quasiment. Et donc c'est très difficile de contrôler ses pensées. Et c'est ce qu'on dit dans la méthode ACT, il faut faire de la place à ses pensées. On ne peut pas contrôler ses pensées volontairement. On peut les accueillir, ils disent en ACT, faire place. Ça ne veut pas dire se complaire, ça ne veut pas dire... Non, elles sont là. Et puis on met en place des techniques de diffusion, et j'en ai évoqué déjà pas mal, quelques-unes précédemment. Où je veux en venir avec tout ça, c'est de dire qu'on a très peu de contrôle sur notre mental, en fin de compte. En revanche, on a un contrôle sur notre posture. À tout moment, je dis « Ah non, j'ai pas le choix dans la vie, je peux pas, j'y peux rien, mon patron, mon ceci, mon cela, la vie est dure et tout. » Ouais, mais je peux contrôler mon corps. Je décide de redresser ma posture. Je décide de regarder au loin ce lever de soleil qui maintenant est presque vraiment levé, mais pas encore complètement. Je décide de marcher, de lever ma main. Là, évidemment, je mélange de la posture avec du mouvement. Et aujourd'hui, et là encore, je viens de voir une étude passée vite fait qui confirme, encore une fois, si c'était nécessaire, on parle de centaines, même sans doute de milliers d'études qui confirment que faire du sport chez les personnes dépressives, faire des activités physiques chez les personnes dépressives, tenez-vous bien, est plus efficace qu'un traitement aux antidépresseurs, est plus efficace et avec moins de rechutes. Maintenant, vous allez me dire, la belle affaire, parce que quand on est dépressif, justement, on ne veut pas bouger. On ne veut rester au fond du lit, la vie n'a plus de sens, on n'a plus de goût à rien, on est dans le contraire de ce que je viens de dire. On dit la vie n'a plus aucun sens. Donc ça prend tout l'art d'un thérapeute formé aux troubles dépressifs, évidemment encore mieux, un thérapeute formé à l'acte, pour nous aider à trouver des motivations, des stratégies et des choses, pour se mettre à bouger. Et quand cela est fait, c'est plus efficace. Ce type de thérapie qui incite les gens à se mettre en mouvement est plus efficace. Le fait de bouger est plus efficace que prendre des antidépresseurs. Et pourtant, si vous allez voir un docteur, psychiatre ou médecin de famille, comme on disait autrefois, je mettrais presque ma main à couper que 9 fois sur 10, elle va vous prescrire des antidépresseurs si vous dites que vous êtes en dépression et pas du sport ou un thérapeute qui va vous faire du sport ou un coach, etc. Je pense que ça change. Ça a changé un peu ces dernières années. On sait à quel point c'est important. Donc peut-être que j'exagère mes statistiques. Allez, on va pas dire 9 fois sur 10, on va dire 1 fois sur 2. Mais je pense que ce serait plutôt 7 ou 8 fois sur 10. Mais peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois que je décide de faire un geste ou de me tenir d'une certaine manière, j'affirme un choix, ma capacité à faire des choix, à me mettre en mouvement. Et oui, je ne peux pas contrôler mes pensées. Mes pensées, je dis ok, pense. De toute façon, mon cerveau est un organe à sécréter de la pensée. Est-ce que je peux faire quelque chose pour mon foie ou ma vésicule qui sécrète de la bile? Ou est-ce que je peux faire quelque chose pour mes glandes salivaires qui salivent? Ce sont des processus automatiques et je ne vais pas me casser la tête ou m'en faire si que mes glandes fonctionnent de telle ou telle manière, que mon estomac fait de l'acide chlorhydrique et que mon foie ou que sais-je, ma vésicule fait de la bile et que, bref, c'est leur fonction en tant qu'organe. Mon cerveau, sa fonction, c'est de produire de la pensée. Et pas plus que je contrôle ma bile, mon acide chlorhydrique dans mon estomac ou ma salive dans ma bouche, je ne peux contrôler mes pensées. Alors évidemment, mon mode de vie va influer sur tout ça de manière très forte. Si je mastique correctement, je vais saliver d'une certaine manière. Si je fais du sport, ça va affecter. Si je bouge régulièrement, ça va affecter mes glandes, mes hormones et la manière dont mes organes fonctionnent. Et bien de la même manière, quand je bouge, quand je fais du sport, quand j'entretiens mon fonctionnement physique et psychique, on ne peut pas séparer l'un de l'autre, donc quand je fais du sport, j'entretiens mon psychisme tout autant que mon corps, eh bien, ça modifie la manière dont mon cerveau réagit à ce qu'il considère comme du danger, etc. Je me renforce, j'apprends à fonctionner différemment. Mais c'est en faisant les choses, c'est parce que je bouge, c'est parce que je mets en mouvement. Donc mes organes, incluant mon cerveau,
fonctionne mieux. Et mon cerveau se sent plus en sécurité. Et s'il se sent plus en sécurité, il génère moins de pensées négatives. Mais vous voyez, c'est un contre-coup. Je ne peux pas volontairement dire à mon estomac, fais-moi un peu plus ou un peu moins d'acide chlorhydrique parce que là, je vais manger. Je ne peux pas de la même manière. Et si on accepte cette pensée, ça change tout dans la vie. Parce qu'on nous a fait croire qu'on pouvait contrôler. Arrête de penser à ça, arrête de ressentir ça, chasse ces pensées de ton esprit, ne fais pas ci, ne pense pas ça, c'est mal. Arrête, tu te complais dans le truc. Non, je n'ai pas plus de possible à agir sur ces pensées que j'en ai à produire ou pas de l'acide chlorhydrique. Quand on comprend ça, ça change tout. Parce que, on arrête de se faire chier soi-même. Et 2, on arrête d'emmerder les autres. Désolé. Parce qu'on n'arrête pas sans arrêt. Et ça commence par nos enfants. Au lieu de leur enseigner des manières de vivre différemment. Et c'est tout à fait faisable et possible. Et des stratégies qui sont comme elles sont. Et la manière dont on traite nos émotions et les émotions de nos enfants est caractéristique de nos systèmes de croyances qui sont erronés à ce sujet-là. Donc, j'ai une pensée négative, elle est là, ok. Donc, la vie est précieuse, apprécions-la, développons des outils de pleine conscience. Et oui, ça peut être la méditation pleine conscience, de manière qu'on l'imagine, on s'assoit, les jambes assises en tailleur, à la manière zen face à un mur, en regardant une bougie, ou ce que vous voulez, et en laissant vos pensées et observer les pensées qui vont et qui viennent, et vous savez que vous n'êtes pas vos pensées sont là, et que votre cerveau sécrète de la pensée. C'est une manière de faire. Comme je vous l'ai dit, moi, elle ne me convient pas, mais je la trouve très respectable, et je l'ai quand même pratiquée pendant des années. Et puis, il y a d'autres manières de faire. Voilà, manger, bouger, apprécier les conversations, et le faire consciemment. Je vous ai parlé, je crois, il y a quelques jours, du fait que, à un moment donné, quand j'avais été faire, je ne sais pas comment on dit, une retraite au village des Pruniers chez Thich Nhat Hanh, centre bouddhiste chez Thich Nhat Hanh, on fait finalement peu de méditation par jour, peut-être une demi-heure matin, une demi-heure le soir, mais on fait régulièrement dans la journée des actes de pleine conscience, comme étendre le linge en pleine conscience, ou faire la vaisselle en pleine conscience, en prenant conscience de chaque assiette, de chaque couvert, de ne pas chercher à se débarrasser de cette activité, mais de me mettre à 100% dans l'activité que je suis en train de faire. Parce que souvent dans la vie, on n'apprécie pas les activités qu'on est en train de faire. Il y a les activités qu'on dit, celles-ci, elles méritent d'être appréciées, puis les activités qu'il faut vite s'en débarrasser. En général, c'est ce qu'on appelle des corvées. Faire la vaisselle, étendre le linge, faire les courses, etc. Ce sont des corvées. Mais parfois, on peut transformer, pas tout le temps, des petits moments d'une corvée en un exercice, on dit plutôt une pratique de pleine conscience. Donc la pleine conscience d'étendre le linge, la pleine conscience de faire la vaisselle, la pleine conscience de nettoyer la voiture, ou bref, vous m'avez compris. Pour terminer donc, le mouvement, et aujourd'hui la science corrobore ça, le fait de mettre son corps en mouvement, est une des choses qui nous ferait vraiment apprécier la vie. Comme vous le savez, je me suis mis, grâce à cette promenade, enfin, par une motivation négative, justement au départ, si je puis dire négative. C'est-à-dire qu'au mois de septembre, j'ai eu un lumbago tellement violent, qui m'a fait tellement souffrir que je ne veux pas revivre ça. Bon, évidemment, je ne peux pas savoir si je vais revivre un lumbago aussi terrible ou pas. Et puis j'en ai eu d'autres, et puis j'ai été opéré du dos en 2018, donc ça fait 8 ans. Et j'ai tout un passif à ce niveau-là, donc il y a une sorte de hantise, de peur, de trauma. Quand vous restez, comme ça m'est arrivé, parfois bloqué sur une marche d'escalier toute une nuit, parce que vous ne pouvez plus ni monter ni descendre et que vous êtes coincé. Quand vous êtes resté comme moi, ça m'est arrivé, bloqué sur le siège des toilettes parce que impossible d'en sortir pendant des heures et des heures et des heures. Ou comme à ce mois de septembre, une semaine entière sur mon tapis à dormir la nuit et à me réveiller et passer la journée entière sans pouvoir sortir du tapis. Il a fallu plusieurs jours pour que je puisse me remettre à quatre pattes, me retourner, etc. Mais c'est une sorte de motivation, je dis négative, parce que c'est la peur de
la douleur. Et je vous ai dit, notre cerveau, il fonctionne comme ça. Alors cette fois-ci, je lui ai dit, il faut que je mette en place des nouvelles stratégies. Vous allez voir où je veux en venir, c'est qu'au départ, je me dis, voilà, il faut que je fasse mes promenades, et pour ça, il faut que je me motive, d'où le podcast. Parce que comme j'aime partager, que c'est mon métier depuis toujours, depuis que je suis gamin, j'adore faire les exposés, parler, partager, etc. Merci d'être là, parce que tous les jours, vous êtes plusieurs centaines à m'écouter. C'est pour moi un privilège, un honneur immense, et je vous en remercie. Je suis même étonné, vraiment surpris, croyez pas autrement. Je me suis dit, il faut que je change les choses, et puis je ne sais pas d'où ça vient exactement, mais je me suis dit, j'ai eu l'idée ou une lecture. Il faut que je réfléchisse d'ailleurs comment c'est venu, cette idée de pratiquer l'apnée. Donc l'apnée en piscine ou dans la mer, mais il se trouve que là, on s'entraîne en piscine. Et donc de faire des techniques de respiration, etc. À la base, évidemment, quand vous ne pouvez pas bouger, la seule chose que vous pouvez faire, c'est respirer. Aucun autre mouvement. Je ne peux pas bouger le petit doigt, je ne peux pas bouger un orteil, je peux bouger mes yeux et ma respiration. Et encore, la respiration, il faut faire attention. Si je prends une trop grande respiration, ça va tirer dans le dos et ça va déclencher une violente salve de douleur à me faire hurler ou pleurer. Donc, commencer à mettre en place des mouvements des yeux et puis des exercices de respiration. Il y a une kiné que je connais, j'ai eu beaucoup de chance, elle est venue, elle m'a dit tiens, respire comme ça, sens tes abdos et tout, et ça a tout de suite fait du bien, bref. Et j'ai commencé à se mettre à l'apnée, aller au club, et je me rends compte là tout de suite que ça fait des années que je suis trop sédentaire et que j'ai pas un bon souffle. Et donc pour ça, je me dis tiens, je vais faire la natation, mais comme je sais pas y faire, je prends un coach, et donc il me donne des séances, et puis des séances de pratique d'apnée, et tout d'un coup j'ai un objectif de mieux respirer, de me sentir bien dans mon corps. Et au début, ce qui partait comme une motivation, entre guillemets, réactive de ne plus avoir mal, est devenu une nouvelle exploration. Au point qu'aujourd'hui, mais ça ne fait que quelques mois, je ne crie pas victoire. C'est comme les gens, vous savez, qui arrêtent de boire et disent je suis alcoolique, je reste alcoolique toute ma vie, qui font très attention toute leur vie, ou qui ont fumé, ils se méfieront des cigarettes toute leur vie. À juste titre, à juste titre. Donc moi c'est un peu la même chose, je vis dans cette peur-là de la récidive. Et je ne peux pas empêcher cette peur, mais je développe de plus en plus de confiance, et là où je veux en venir, c'est que tout d'un coup le plaisir arrive. Au début on pourrait se dire, le mec il se met à faire 4 séances par semaine quand il en faisait 0, c'est pas possible. Il y a une histoire de volonté, non, 0 volonté. S'il y avait de la volonté ça dure 15 jours, 3 semaines, 1 mois max. Après la volonté ça marche plus. Et tout d'un coup se développe un objectif de ma respiration, au service de cette respiration, et je mets en place le sport et la promenade, et puis tout d'un coup les choses s'améliorent, et en quelques mois je passe de 1 minute où je peux retenir ma respiration, d'apnée, à gérer mon stress, mes sensations corporelles, etc., à 1 mois après 2 minutes, puis 15 jours après à 2 minutes 20, je crois. Et puis encore 1 mois passe et j'ai fait un record personnel de 3 minutes et 15 secondes. Pour moi, c'est incroyable. J'ai jamais cru que je peux retenir ma respiration pendant plus de 3 minutes. Et puis surtout, mon souffle, plein de choses se passent dans mon corps et je commence à éprouver des nouveaux plaisirs, de nouvelles sensations. Et tous les jours, quand je vais à la piscine, là, quand j'ai fini cette promenade, je vais aller à la piscine, c'est un plaisir. C'est-à-dire que au moment où je rentre dans l'eau, je me mets dans l'eau et je commence à nager et je fais quasiment une longueur sans respirer tellement je regarde la piscine, j'ai ces sensations dans mon corps. Ça, c'est quelque chose que je peux maîtriser dans la vie, si je puis dire. C'est pas une maîtrise, je décide pas d'avoir du plaisir tout d'un coup, ça devient un plaisir, il faut que j'y aille. C'est valable pour tous les gens qui font du sport de manière régulière. Je peux plus manquer mon entraînement, c'est devenu un besoin, de la même manière que manger, que de dormir. Et ça devrait être comme ça pour nous tous. Mais ça m'apporte un véritable plaisir. Pareil, faire des séances d'apnée en statique pendant 1 heure avec des exercices respiratoires, etc. Waouh, c'est un plaisir. Tiens, je vais être capable de faire ça. Tiens, je vais faire cet exercice. Tiens, je vais ressentir ça. Tiens, là, il se passe ça. Tiens, là, j'arrive à détendre des muscles que je n'arrivais pas à détendre avant. Tiens, là, j'arrive à utiliser des choses pour détourner ma pensée, etc., etc., etc.
Ce que je veux dire, c'est qu'à travers le mouvement, on peut contrôler beaucoup de choses. On fait des programmes, on fait des jeux. Je veux dire, le coach, il me donne des tonnes d'exercices différents chaque semaine. Et là, par exemple, il y a un exercice, je vous le dis juste comme ça, tellement c'est incroyable. Et ça va dans l'idée justement de cette conversation, c'est qu'il dit, tu vas faire des longueurs de piscine, de crawl, les poings fermés. Donc tu crawls, le poing fermé. Évidemment, ça éclabousse un peu. Et c'est là où on se rend compte, on dit, wow, la différence entre fermer la main pour faire du crawl et avoir les doigts tendus, qui font une sorte de palme aux mains, la différence est phénoménale. Et puis, une fois que tu as fait quelques longueurs de crawl, les poings fermés, même une ou deux séances, c'est juste sur 100 mètres ou quoi, alterné avec plein d'autres exercices. Là, la dernière fois, il m'a dit, voilà, tu fais comme d'habitude, la piscine fait 25 mètres, tu fais 20 mètres en crawl, poings fermés, et les 5 derniers mètres, tu ouvres les mains. Et les sensations sont incroyables. Au moment où vous ouvrez les mains, vous avez une propulsion. Mais vous allez me dire, la propulsion, tu l'avais déjà avant que tu fasses ton exercice bizarre de faire du crawl avec les poings fermés, tu l'avais. Ouais, mais je ne m'en rendais pas compte, j'avais pas les sensations associées à ça, parce que c'était devenu une habitude. Tout d'un coup, je modifie mon habitude, et donc évidemment, avec le poing, c'est malaisé, ça éclabousse plus, le bras rentre moins dans l'eau, et on va beaucoup moins vite. La différence est énorme, hein, je vous assure. Et dès qu'on fait ces 20 mètres, le poing fermé, et tout d'un coup, on ouvre les mains, ces 5 derniers mètres, c'est wow, une sensation. Quand je suis dans la sensation, je ne suis pas dans mes pensées négatives ou ceci ou cela. Je suis dans mon corps, je vis, j'existe, j'apprécie la vie et le bonheur qu'elle m'offre. Est-ce qu'il y a un but à cette vie? Est-ce qu'il y a un Dieu ou quoi qui dit, voilà, tu vas vivre cette vie, et puis je vais compter les points, et puis tu me rendras des comptes après? Je ne peux pas vous dire, j'en sais rien, je ne le crois pas. Mais je ne peux pas avoir une certitude qu'il existe ou pas un monde parallèle et des déités ou des êtres supérieurs ou des systèmes de valeurs, de bien et de mal. Je ne peux pas vous dire, je ne le crois pas, ça me semble peu probable, mais je respecte les gens qui le croient et je sais que pour un fait qui a été même prouvé scientifiquement, c'est vous dire où va la science, que les gens qui ont des croyances, alors pas forcément religieuses mais spirituelles, vivent une meilleure vie que les autres, parce que la vie a plus de sens pour eux. Et ils se sentent reliés, je crois que c'est même la racine du mot religion, ils sont reliés. Alors reliés à Dieu, alors entendons-nous bien, il y a des spiritualités dans tous les peuples premiers, mais c'est relié à la nature, relié aux choses. Moi c'est plutôt ça mon truc. Même si je dois avouer, le fait d'avoir été élevé dans une société industrielle telle que la nôtre, cette connexion est très dure. Je sais qu'enfant, c'était quelque chose qui se faisait bien. À partir de l'adolescence, on se relie à d'autres choses, à juste titre, au groupe, aux camarades, etc. Et à l'âge adulte, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup de mal à faire et que je souhaiterais, d'être relié à la nature, à l'eau, aux arbres, etc. Peu importe notre système de croyance, dans tous les cas, l'idée est la vie est précieuse, la vie est merveilleuse, mais la vie nous fait rencontrer tous des difficultés, des chagrins, de la tristesse, etc. Donc apprécions la vie telle qu'elle est, et il y a au moins des choses que je peux faire, c'est chaque jour je vais manger et je peux apprécier ce moment de nourriture, et chaque jour je me tiens, j'ai une posture, et cette posture, les mouvements que je fais, aussi peu soient-ils, je vais les apprécier. Quand j'étais coincé là pendant une semaine, et il a fallu 10 jours avant que je me remette debout et puisse marcher à peu près correctement, à peu près correctement sur mes 2 pieds, je vous assure que le fait de bouger mes yeux, de droite à gauche, et je le faisais consciemment, je faisais ça comme des exercices, regarde à droite, regarde à gauche, regarde en haut, qu'est-ce que tu peux voir? Rien que de ça, j'appréciais le fait de pouvoir bouger mes yeux. Puis le lendemain, je pouvais bouger les yeux, plus la tête, tourner la tête à droite, tourner la tête à gauche. J'appréciais ça. Puis à un moment donné, je pouvais bouger les pieds, faire des rotations de hanches, interne, externe, un mouvement que ceux qui font l'IMP connaissent bien. On appelle ça le mouvement de l'essuie-glace au niveau des pieds. Ouais, j'appréciais ça. Et puis, me tourner sur un côté après, me tourner sur l'autre côté, redresser la tête. J'apprécie chacun de ces mouvements. Et puis, qui fait très très peur, évidemment, quand vous avez les hernies discales, antéversion du bassin, rétroversion du bassin, creuser le dos,
aplatir le dos, enfin revenir en position initiale plus exactement. Quand j'ai pu faire ça, d'abord sur un demi-centimètre, puis 1 centimètre entier, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Bouger chacun de mes doigts, je peux pianoter avec mes doigts et j'apprécie ça. Vous voyez ? Dans le cas où j'étais, le fait de manger n'était pas un plaisir que j'avais là. C'est pas le goût de manger. Et pour moi, ceux qui me connaissent, c'était assez bizarre. J'avais même pas le plaisir et l'envie de lire, alors que je lis tout le temps. Voilà, même pas envie de rien. Donc je restais tout simplement là et j'appréciais ces choses-là. Ça sont des exercices qu'on peut tous faire, toute personne qui m'écoute, d'apprécier ces choses-là. Donc voilà, c'est pas évident, hein, accepter les choses telles qu'elles sont. Voilà, il y a cette douleur qui me plaque au sol, il y a ça. Bon, bah, qu'est-ce que je peux faire ? Lutter contre ça ? Elle est là. Prendre des médicaments contre ça, il n'y en a pas. Tous ceux qui ont eu des douleurs de ce type-là, qui touchent les nerfs, hein, le nerf est écrabouillé, vous le savez, il n'y a aucun médicament qui fonctionne. Peut-être la morphine à haute dose, mais à ce moment-là, vous n'existez plus, vous êtes sur un petit nuage, et sûrement très chouette, hein, mais dans mon cas, ce n'était pas une option. Donc, et je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de médicaments dans aucun cas de figure, je ne dis pas ça, mais dans mon cas, ça ne marche pas. J'ai essayé, hein, et je vous assure, ça ne marche pas. Ça ne change rien, à part que je ne me sens pas bien, qu'on a éventuellement des nausées, qu'on n'arrive plus à penser. Donc ça m'apporte plus de négatif que de positif. Donc, comme on dit, contre mauvaise fortune, bon cœur. Donc acceptation et puis engagement. Qu'est-ce que je peux faire ? Bouger les yeux, redresser un peu ma posture, respirer, etc. Et profiter de chaque instant qui m'est donné où je suis capable de marcher. Là, pour moi, et c'est pourquoi je fais mes promenades et que je cherche à ne pas les louper tous les jours, c'est que je suis tellement heureux de pouvoir marcher sur mes deux jambes. Je veux dire, il y a des gens, peut-être certains m'écoutent, hein, ils sont en fauteuil roulant, ou ils sont alités. Et moi qui puisse marcher tous les jours, je ne me rends pas compte du privilège, du bonheur extraordinaire que c'est de pouvoir le faire. Moi qui ai des yeux, c'est un privilège extraordinaire de pouvoir regarder. Moi qui ai des oreilles, etc., vous m'avez compris. Donc peut-être qu'il y a des gens qui ont plus de capacité que moi, et que j'aimerais être ces gens, j'aimerais être comme eux, mais en général, quand vous interrogez des gens à qui vous dites « moi j'aimerais bien être comme toi », eux ils pensent pas ça. Eux ils disent des fois, même ça arrive, vous avez eu des conversations comme ça, moi j'aimerais bien être comme toi pour telle ou telle raison, et eux ils disent bah, moi je préférerais être comme toi pour telle et telle raison. Donc on est comme on est, hein. Et là on ne peut pas se battre contre cette réalité-là. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec mes pensées, mais en méthode ACT, c'est comme dans beaucoup de méthodes, comme beaucoup d'approches, on sait l'importance de la pleine conscience, d'apprécier le moment présent, d'accepter et d'apprécier ce qui est, et de s'engager non pas dans, je vous l'ai dit, mon cerveau, mon système nerveux sert à me sentir bien, mais dans des activités, s'engager dans quelque chose. Et là, on a du, entre guillemets, contrôle, là, on a un pouvoir, là, on peut savoir qu'on existe, au lieu de, je suis ballotté par les événements et j'attendrai de me sentir bien avant de m'y mettre. Quand j'aurai la patate, je me mettrai à faire du sport. Non, ça ne marche pas comme ça. La patate viendra, la volonté, entre guillemets, viendra, la discipline viendra, parce que je fais les choses. Donc il faut prendre les choses dans le bon ordre. Il faut prendre les choses dans le bon ordre. On fait d'abord et on pense après, si je puis dire. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas, comme toujours, à laisser des commentaires. Je vous ai dit que je peux écouter les commentaires que sur YouTube. Enfin, les lire, parce que je ne peux pas aller sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je réponds à 100% des commentaires. Pour l'instant, il n'y a pas suffisamment d'abonnés pour que je ne puisse pas ne pas répondre à tous les commentaires. Donc oui, tous les jours, je les regarde. Et tous les jours, j'y réponds. Donc n'hésitez pas. Aussi bien des commentaires positifs, je suis d'accord, merci et tout. C'est évidemment la plupart d'entre vous. Et ça me touche beaucoup. Que des commentaires en disant, j'apprécie pas ça, ou je suis pas d'accord, ou tu t'es trompé sur telle chose. Et c'est
c'est faisable, c'est tout à fait probable et possible. Et évidemment, la discussion est ouverte, même si évidemment pendant la promenade, je suis tout seul, mais sur les commentaires, je fais les mea culpa quand c'est nécessaire, et à chaque fois qu'on me le signale. Donc n'hésitez pas, ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant, d'autant plus que, et je le rappelle à chaque fois, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas même formé à l'approche ACT de manière formelle. Donc voilà, j'espère un jour il y a quelqu'un, peut-être un psychiatre formé à la méthode ACT ou un psychothérapeute qui dira à l'acte hey, Paul Landon, il faut qu'on parle. Ou peut-être je peux les interviewer et ils vont nous éclairer sur les choses. Et peut-être que j'explique pas les choses comme il faut et que je m'y prends très mal sur la manière de faire. Je vous dis ce que je fais dans ce podcast En balade avec Paul, c'est de partager des choses qui résonnent pour moi. Mais je ne suis pas représentant officiel d'autre chose que de moi-même. Et éventuellement de l'IMP, c'est déjà très bien. Or, l'acte, c'est pas l'IMP, même si l'IMP aime bien s'inspirer de tas de choses, dont la philosophie, si je puis dire, de la méthode ACT. Donc voilà. Merci. Bonne journée et je vous dis à très bientôt.